Le silence tomba, lourd, suffocant, comme une chape de plomb. Non, pire, comme un de ces coups de massue qui vous arrachent l'air des poumons, vous faisant douter que l'on n'ait jamais respiré avant. Sophie se tenait là, les mains jointes, son visage marqué par une anxiété qui reflétait la mienne, mais avec une résignation que je ne pouvais pas encore me permettre. Et sur la table baisse entre Julien et moi, cette maudite lettre. Le papier jauni, comme une feuille morte tombée d'un arbre. Un présage funeste au milieu de notre salon impeccablement moderne, immaculé et si froid. Tout mon corps hurlait non, non, pas comme ça. Surtout pas comme ça. Mon esprit, lui, était un champ de bataille, un ouragan de souvenirs et de peurs anciennes, me renvoyant à ce jour, il y avait 7 mois, où je m'étais retrouvé devant ces portes imposantes, le cœur battant la chamade, la vie entière sur mes épaules. Il y avait 7 mois. Le vent de janvier soufflait sur Lyon, un vent glacial qui mordait les eaux et chassait les derniers lambeaux d'espoir. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le froid qui me fouettait le visage, mes mains gelées agrippant ce maudit téléphone qui ne contenait que des refus. Encore un. Mon permis d'infirmière était parti en fumée. Mes économies aussi. À 28 ans, je me retrouvais là, sur un banc du parc de la Tête d'Or, un jeudi après-midi, parce que je n'avais littéralement nulle part où aller. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée pour moi, vous voyez. Pas cette Marie qui rêvait de sauver des vies, de faire une différence. Et puis, le cri. Ce cri d'enfant qui a déchiré l'air d'hiver comme du verre brisé. Mon cerveau n'a pas eu le temps de réagir. Ça... Ouais, je suis encore sur assassiment en mouvement tout seul. Courir vers le lac gelé, mes vieilles baskets glissant sur les plaques de verglas, mon souffle formant des nuages épais dans le froid mordant. J'entendais la voix d'une femme, hystérique, pointant l'eau. 2 petites silhouettes, des enfants, se débattaient là où la glace avait cédé. Ils ne savaient pas nager. Je ne sais plus comment j'ai fait, quelle force est venue d'où. Mon passé était une longue liste d'échecs, de faux pas qui m'avaient tout coûté. Mais ça, cette chose-là, je savais comment la gérer. Ça faisait partie de moi, cette urgence, cette impulsion à agir. Plonger, le choc, une torture. 1000 couteaux dans la peau, les poumons qui se serrent, l'air qui manque. J'ai nagé, frappé l'eau glacée. Pierre, le plus proche, tendait de la main, son petit visage juste au-dessus de la surface. Je l'ai attrapé, l'ai tiré contre moi, comme on m'avait appris il y a des années. Je te tiens. J'ai haleté, mes dents claquaient déjà. Il a toussé, l'eau s'échappait de sa bouche, mais il respirait. La panique persistait, lancinante. Un autre enfant, Antoine. Une dizaine de mètres plus loin, sa tête disparaissait sous la surface. Non, je n'ai pensé qu'à ça, non. Mes jambes brûlaient, mon manteau trempé me tirait vers le bas. J'ai plongé ma main dans l'eau sombre, cherchant à l'aveugle. Et puis, un tissu. Je l'ai tiré à moi, son petit corps contre ma poitrine. Il ne respirait plus. Le rivage semblait à des kilomètres. Mes muscles criaient, le froid rendait mes mouvements lents, maladroits. Mais je n'ai pas arrêté. Un bras autour de chaque enfant, mes jambes donnant des coups faibles. Enfin, mes pieds ont touché le fond rocheux, et je me suis effondré sur l'herbe gelée, les 2 garçons dans mes bras. Pierre pleurait, toussait, vivant. Antoine, lui, restait immobile. La formation est revenue, un réflexe pur, traversant le brouillard de l'hypothermie. Je l'ai étendu, la tête légèrement inclinée, vérifier ses voies respiratoires. Passe de pouls, les compressions, 30 d'un coup, rapide, sur sa petite poitrine, puis 2 insufflations. Ses lèvres étaient bleues, sa peau de glace. « Allez », j'ai murmuré, mes mains tremblant violemment. « Allez, mon ange, respire. » Encore 30 compressions, 2 respirations. « Respire. » La foule, figée, impuissante, regardait. Quelqu'un appelait les secours.
La mère pleurait à chaudes larmes. Et moi, je continuais. Mes vêtements gelés contre ma peau, mes doigts engourdis, ma vue brouillée. Compresser, respirer, compresser, respirer. Et puis enfin l'enfant a toussé. L'eau s'est déversée de sa bouche, sa poitrine se soulevait alors qu'il haletait, ses yeux s'ouvrant, emplis de terreur et de confusion. Je l'ai tourné sur le côté, soutenant sa tête alors qu'il vomissait l'eau du lac sur la terre gelée. Un soulagement si intense, si écrasant, qu'il m'a presque fait perdre connaissance. C'est bon, j'ai soufflé, ma voix brisée. C'est bon maintenant. Les deux garçons respiraient. Les deux garçons étaient vivants. C'est là que j'ai entendu la voiture. Les pneus crissaient sur le bitume. Une porte a claqué. Des pas, rapides, lourds, désespérés, ont résonné sur l'herbe. J'ai levé les yeux juste au moment où un homme s'est effondré à mes côtés, ses mains cherchant immédiatement les enfants. Pierre, Antoine, sa voix était rauque, brisée. Oh mon Dieu, mes fils! Il a serré les deux enfants contre sa poitrine, ses grandes mains protégeant leur petite tête, son corps entier tremblant. Les garçons pleuraient maintenant, s'accrochant à lui, leurs mots se bousculant en italien. L'homme les tenait encore plus fort, ses yeux fermés, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle sauter sous sa peau. Il était grand, sûrement plus d'1,85 m, avec des cheveux foncés commençant à grisonner aux tempes, des pommettes saillantes et un visage qui semblait taillé dans la pierre. Il portait un manteau noir coûteux sur un costume ajusté. Même agenouillé sur l'herbe gelée, il dégageait une sorte de pouvoir contrôlé, une aura qui rendait l'air plus lourd autour de lui. Quand il a finalement ouvert les yeux et m'a regardé, j'y ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Pas seulement de la gratitude, mais une dévastation. Le genre de douleur qui s'ancre si profondément qu'elle devient une partie de vos os. Vous, sa voix s'est brisée. Il a dû s'arrêter, déglutir, essayer à nouveau. Vous les avez sauvés. J'ai hoché la tête, mes dents claquaient trop fort pour parler. Je tremblais violemment maintenant, l'adrénaline s'estompant, le froid s'installant au plus profond de moi comme du béton. L'homme a semblé remarquer pour la première fois que j'étais trempé, que mes lèvres commençaient à virer au bleu, que je pouvais à peine me tenir droite. Il a retiré son manteau immédiatement et l'a drapé sur mes épaules. Il était encore chaud de son corps et la chaleur soudaine m'a fait haleter. « Théo !» il a aboyé. Un jeune homme en costume noir est apparu instantanément, comme s'il avait attendu dans l'ombre. « La voiture tout de suite et appelle le docteur Dubois. Dis-lui de nous rejoindre à la maison. »« Oui, monsieur. » L'homme, qui qu'il fût, s'est tourné vers moi. Ses mains tremblaient encore alors qu'il me tendait la sienne pour me stabiliser, sa prise ferme mais prudente. « Pouvez-vous vous lever? »« Je crois. » J'ai essayé, mes jambes ont vacillé. Il m'a rattrapé avant que je ne tombe, un bras autour de ma taille, soutenant mon poids sans effort. Son autre bras tenait toujours les deux garçons à son côté, refusant de les lâcher une seconde. « Comment vous appelez-vous » a-t-il demandé, sa voix plus douce maintenant, mais non moins intense. « Marie, Marie Dubois. »« Marie. » Il l'a répété comme s'il la mémorisait, comme s'il la marquait au fer rouge dans sa mémoire. « Je suis Julien Beaumont, et vous venez de sauver la vie de mes fils. » La façon dont il l'a dit, le poids de ses mots, a fait quelque chose se tordre dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement un père reconnaissant, c'était un homme qui avait été à quelques secondes de perdre tout ce qui comptait pour lui. Un SUV noir élégant s'est arrêté sur l'herbe, ignorant complètement les règles du parc. La porte s'est ouverte et Julien m'a guidé vers elle, soutenant toujours mon poids. Il a d'abord installé les deux garçons à l'arrière, les enveloppant dans des couvertures que quelqu'un a tendues par la fenêtre. Puis il s'est tourné pour m'aider à monter. « Attendez !» j'ai dit. Ma voix était un filet. « L'ambulance est à 7 minutes. »« Mon médecin sera chez moi dans 4, » m'a interrompu Julien.
Monter. Ce n'était pas une demande. Je suis monté dans le véhicule chaud, mon corps tremblant et corps de façon incontrôlable. Julien s'est glissé à mes côtés, tirant immédiatement les deux garçons sur ses genoux, les examinant avec des mains qui tremblaient encore légèrement. Pierre et Antoine. Je pouvais les distinguer maintenant. Pierre avait une petite cicatrice au-dessus du sourcil. Ils pleuraient doucement, leur petit visage enfoui contre la poitrine de leur père. « Papa, » a gémi Pierre, « on est désolé, on est tellement désolé. » Chut! La voix de Julien s'est brisée. Il a pressé ses lèvres sur le sommet de la tête de chaque garçon, les yeux fermés. « Vous êtes en sécurité. C'est tout ce qui compte. Vous êtes en sécurité. » Le SUV a quitté le parc, roulant vite dans les rues de Lyon. Je suis resté appuyé contre la porte, le manteau de Julien toujours enroulé autour de mes épaules, essayant de digérer ce qui venait de se passer. J'avais sauvé 2 enfants. J'avais fait quelque chose de bien pour la première fois depuis des mois, peut-être des années. Mais en regardant Julien tenir ses fils comme s'ils étaient les seules choses qui le maintenaient ancré à la terre, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac, et cela n'avait rien à voir avec l'eau du lac qui coulait encore de mes cheveux. Il y a 4 ans, j'étais une personne différente, une infirmière avec un avenir, une femme qui pensait pouvoir tout gérer, tout sauver. Et puis une nuit, dans une salle d'accouchement à l'hôpital Édouard Herriot, j'avais tenu la main d'une femme mourante et j'avais fait une promesse que je n'avais jamais tenue. Le nom de cette femme était Anne Dubois, et la lettre qu'elle m'avait pressée dans la main, le message destiné à son mari, à l'homme assis à mes côtés dans cette voiture, était toujours enfoui dans une boîte de mes vieilles affaires, oubliée dans le chaos de tout ce qui avait suivi. J'ai fermé les yeux, mes mains serrant le bord du siège, mon cœur battant trop vite. J'avais sauvé ses enfants. Mais 4 ans plus tôt, j'avais échoué à sauver sa femme, et il n'en avait aucune idée. Le silence de ce secret était un fardeau, déjà. Un fardeau qui menaçait de m'écraser, de me noyer une seconde fois. La maison de Julien Beaumont n'était pas une maison. C'était un château, une forteresse déguisée en demeure bourgeoise. Le SUV a franchi des grilles en fer forgé qui se sont ouvertes automatiquement, s'engageant sur une longue allée bordée d'arbres dépouillés, leurs branches s'étirant vers le ciel gris comme des doigts squelettiques. La bâtisse elle-même était moderne, tout en lignes acérées, en pierre sombre et en fenêtres qui ne reflétaient rien. Elle se dressait seule sur des hectares de terre couverte de neige, isolée de la ville, des voisins, des témoins. Je ne tremblais plus. La chaleur de la voiture avait enfin atteint mes os. Mais un autre genre de froid s'installait maintenant. Celui qui venait de réaliser à quel point j'étais dépassé par les événements. Au moment où la voiture s'est arrêtée, la porte d'entrée s'est ouverte et un homme plus âgé, en costume impeccable, s'est précipité sur les marches, portant une maillette médicale. Dr Dubois, j'ai supposé. Il est allé droit aux garçons, ses mains douces et efficaces alors qu'il vérifiait leurs signes vitaux, regardait leurs yeux avec une lampe stylo, écoutait leurs poumons. « Ils sont stables », a-t-il dit après un instant, son accent marqué. Froid, choqué, mais stable. Ils ont besoin de bains chauds, de repos, de surveillance pendant les 12 prochaines heures. Pas de dommages pulmonaires que je puisse détecter, mais si l'un d'eux développe une toux ou de la fièvre. Je vous appelle immédiatement, a terminé Julien. Sa voix était calme maintenant, professionnelle, mais sa main n'a jamais quitté mon dos, me soutenant toujours, même si je me tenais debout seul. Vérifiez là aussi. Le docteur Dubois s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant. Mademoiselle, allons à l'intérieur. L'intérieur du château était aussi froid et beau que l'extérieur. Des seaux en marbre, de hauts plafonds, des meubles qui semblaient appartenir à un musée. Tout était impeccable. Tout était gris, noir ou blanc. Il n'y avait de couleur nulle part, pas de chaleur, aucune preuve que des enfants vivaient réellement d'ici. Sauf une chose. Sur la cheminée, au-dessus d'un foyer qui semblait n'avoir jamais été utilisé, il y avait une seule photographie dans un cadre en argent.
Une femme aux longs cheveux foncés et un sourire qui pouvait illuminer une pièce, tenant deux nouveau-nés contre sa poitrine. Elle avait l'air épuisée et radieuse et complètement amoureuse. Je l'ai reconnue immédiatement. Le souffle m'a manqué. « Anne. »« Asseyez-vous, » a dit Julien, me guidant vers un canapé en cuir près de la cheminée. Quelqu'un avait déjà allumé un feu, la première chaleur que cette pièce avait probablement vue depuis des années. « Ne bougez pas. » Il a disparu à l'étage avec les deux garçons et j'ai entendu sa voix résonner dans les couloirs, donnant des ordres en italien rapide. Le docteur Dubois s'est assis à mes côtés, prenant mon pouls, vérifiant ma température, posant des questions. J'ai répondu automatiquement. « Vous êtes en hypothermie, mais pas dangereusement. Vous aurez besoin d'un bain chaud, de vêtements secs, de liquide chaud et de repos. Vous avez beaucoup de chance, mademoiselle. Et très courageuse. » Courageuse. Le mot semblait faux dans ma bouche. Julien est revenu 20 minutes plus tard. Il avait changé de vêtements, un pantalon noir, un pull noir et ses cheveux étaient humides d'une douche rapide. Mais ses yeux étaient toujours fiévreux, toujours en train de digérer ce qui avait failli arriver. « Les garçons ?» ai-je demandé, ma voix rauque. Dans le bain, ma gouvernante est avec eux. Il s'est assis en face de moi, les coudes sur les genoux, les mains jointes si fermement que ses phalanges étaient blanches. « Docteur Dubois, vous êtes sûr qu'ils sont... » « Ils vont bien, Julien, grâce à elle. » Le médecin a hoché la tête vers moi, puis s'est levé. « Je reviendrai les voir dans quelques heures. Appelez-moi si quelque chose change. » Après son départ, le silence a rempli la pièce comme de la fumée. Julien regardait le feu, sa mâchoire contractée, sa respiration soigneusement contrôlée. Je l'observais, cet étranger qui m'était si étrangement familier, et j'ai senti le poids de mon secret peser sur mes côtes comme une pierre. C'était étouffant. « Je ne sais pas comment vous remercier, » a-t-il dit finalement, sa voix basse. « Je n'ai pas les mots pour ce que vous avez fait. » « Vous n'avez pas besoin de me remercier. N'importe qui aurait... » « Non. » Il m'a regardé alors, et l'intensité de ses yeux sombres m'a coupé le souffle. « Pas n'importe qui. La plupart des gens auraient appelé le 17 et attendu. Vous n'avez pas attendu. Vous êtes allé dans cette eau sans penser à vous. Vous avez sauvé mes fils alors que je n'étais pas là pour les protéger. » La dernière phrase est sortie comme une confession, comme une accusation contre lui-même. C'est là que je l'ai vu. La culpabilité. La même culpabilité que je portais, mais la sienne était plus fraîche, plus vive, encore à vif. « Où étiez-vous » ai-je demandé doucement, puis je l'ai immédiatement regretté. « Je suis désolé, ce n'est pas... » Une réunion qui s'est éternisée. Sa mâchoire s'est contractée. J'étais à 20 minutes. 20 minutes et ils ont failli mourir parce que je n'étais pas là. Mais vous êtes là maintenant et ils sont en sécurité. Il m'a étudié pendant un long moment, son regard parcourant mon visage comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. « Qui êtes-vous » ? « Marie Dubois. » La question était si directe, si intense que j'ai failli tout lui dire sur le moment. Presque dit « J'étais là quand votre femme est morte. J'ai tenu sa main. Elle m'a donné quelque chose pour vous et j'ai oublié. Mais au lieu de cela, j'ai dit « Je suis infirmière. » Où j'étais. J'ai perdu mon permis il y a 6 mois. J'ai fait une erreur. J'étais épuisé. Je travaillais un double quart et j'ai mal calculé un dosage de médicaments. Le patient allait bien, mais l'hôpital avait une politique de tolérance zéro. J'ai été renvoyé. Le conseil a révoqué mon permis en attendant un examen. Je n'ai pas pu trouver de travail depuis. C'était la vérité, juste pas toute la vérité. Le vrai mensonge, comme on dit, n'est pas toujours de proférer une fausseté, mais de retenir une part essentielle de la vérité. Julien est resté silencieux un instant, traitant l'information. Puis il s'est levé, traversant la pièce jusqu'à un chariot de bord près de la fenêtre. Il a versé 2 verres d'un liquide ambré. « Whisky », ai-je pensé, et m'en a apporté un. « Buvez », a-t-il dit, « ça aidera contre le froid. »
J'ai pris le verre, mes doigts effleurant les siens. Le whisky a brûlé en descendant, mais il a aidé. Le tremblement de mes mains a finalement cessé. Vous avez besoin de travail, a dit Julien. Ce n'était pas une question. Oui, et vous êtes doué avec les enfants, vous savez faire la réanimation. Vous réfléchissez vite en cas d'urgence. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que mes fils ont besoin de quelqu'un. Ils ont eu des nounous avant, mais aucune n'est restée plus de quelques mois. Les garçons sont difficiles. Ils ne font pas confiance facilement. Ils ne s'attachent pas. Il a fait une pause, son expression s'assombrissant. Leur mère est morte le jour de leur naissance. Ils ne l'ont jamais connue. Et moi? Il s'est arrêté comme si les mots étaient physiquement douloureux. Je ne suis pas suffisant. J'essaie, mais je ne suis pas suffisant. Julien, ils se sont accrochés à vous dans la voiture. Il a continué, sa voix rauque. Pierre ne laisse personne le toucher à part moi et fille, mais il vous a laissé. Et quand nous sommes arrivés ici, Antoine a demandé où vous étiez. Il voulait s'assurer que vous alliez bien. J'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine. Ce sont des garçons adorables. Ils ont besoin de quelqu'un qui restera, quelqu'un qui ne les quittera pas. Il m'a regardé directement. Je vous offre un emploi, Marie. Nounou à domicile pour Pierre et Antoine. Prestation complète. Salaire 3 fois supérieur à ce que l'hôpital vous payait. Votre propre suite. Tout ce dont vous avez besoin. C'était trop vite, trop généreux. Et je savais exactement pourquoi je devrais dire non. Parce que la femme sur cette photographie sur la cheminée m'avait fait confiance avec ses derniers mots et j'avais échoué. Parce que prendre ce travail signifiait vivre chaque jour avec ce secret, regarder Julien pleurer une femme dont il n'avait jamais reçu le dernier message. Mais alors j'ai pensé à mon compte en banque vide, à mon loyer impayé, aux emails de refus qui s'accumulaient, à la façon dont ces 2 petits garçons m'avaient regardé dans la voiture, comme si j'étais quelqu'un qui comptait. Je ne connais rien à être nounou à plein temps, ai-je dit doucement. Vous savez comment les garder en vie. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. Quelque chose qui m'a fait comprendre que ce n'était pas seulement une question d'embaucher de l'aide. C'était une question d'un père terrifié de perdre les seules choses qui lui restaient. D'accord, je me suis entendu dire. Je le ferai. Julien a fermé les yeux brièvement, et quand il les a rouverts, il y avait un soulagement si profond qu'il était presque douloureux à voir. Merci. Quand voulez-vous que je commence? Maintenant. Il a fait un geste vers les escaliers. Il y a une suite au premier étage à côté de la chambre des garçons. C'est la vôtre. Je ferai apporter vos affaires de là où vous séjournez. Je me suis arrêté. J'avais séjourné dans un studio que je pouvais à peine me permettre avec des meubles de seconde main et un propriétaire qui menaçait de m'expulser. Ce serait utile. Donnez votre adresse à Théo, il s'en occupera. Julien a bu son whisky d'un trait, puis a posé le verre avec plus de force que nécessaire. Je dois vérifier les garçons. Sophie vous montrera votre chambre. Reposez-vous. Nous parlerons plus en détail demain. Il était à mi-chemin des escaliers quand j'ai parlé à nouveau. Julien, il s'est retourné. Pourquoi me faites-vous confiance? Vous ne savez rien de moi. Son expression a changé. Quelque chose de sombre et d'ancien bougeant derrière ses yeux. Parce que vous avez sauté dans l'eau glacée pour sauver mes enfants sans demander qui était leur père. Et dans mon monde, Marie, c'est la seule référence dont j'ai besoin. Puis il est parti, ses pas résonnant dans les escaliers de marbre, me laissant seul dans la pièce froide et parfaite, avec la photographie d'Anne qui me regardait depuis la cheminée. Je suis désolé, ai-je pensé, regardant le visage de la femme. Je suis tellement désolé. Mais les mots sonnaient creux, parce que s'excuser ne changeait rien. S'excuser ne livrait pas une lettre qui avait été enterrée et oubliée pendant 4 ans. Et maintenant, j'étais sur le point d'emménager dans cette maison, de prendre soin des enfants de cette femme et de vivre chaque jour en sachant que la vérité,
si elle venait un jour à éclater, détruirait tout. Le secret s'est enfoui, lourd, sous ma peau, comme une seconde couche. Je vivais avec lui, marchais avec lui, riais avec lui. C'était une part de moi silencieuse, insidieuse. Le mois qui a suivi fut un tourbillon d'adaptation, de découverte, d'apprentissage. Le sentiment initial de froid, d'étrangeté dans ce château s'est peu à peu dissipé, ou du moins, il a été repoussé par une chaleur plus forte, une chaleur émanant des garçons. Leurs rires, d'abord rares et timides, ont commencé à résonner dans les couloirs. Leurs questions incessantes sur tout et n'importe quoi, leurs bras fins se jetant autour de ma taille. C'était un sentiment étrange, presque étourdissant, de se sentir utile, nécessaire. Leur salle de bain, par exemple. Elle était aussi immaculée que le reste de la maison. Marbre blanc, baignoire immense, sol chauffant. Mais très vite, elle a commencé à ressembler à un champ de bataille joyeux. De l'eau partout, des bulles à profusion. Pierre et Antoine, 4 ans, se donnaient à cœur joie de créer des vagues. « Madame Marie, on fait l'océan !» s'était exclamé Antoine, ses yeux pétillants. Pierre, lui, plus réservé, m'avait fixé de son regard intense. Il avait déjà cette force, cette gravité héritée de son père. « Tu restes ?» Je me suis agenouillé, prenant une serviette pour aider Sophie, qui soupirait d'exaspération, à éponger le sol. « Oui, votre papa m'a demandé de m'occuper de vous, comme une nounou. » Pierre a réfléchi. « On a eu une nounou avant, » a déclaré Antoine. « Elle était méchante. Elle nous criait dessus quand on jouait. » Je ne crie pas, et je dis doucement. Mais je pense qu'on pourrait garder la fabrication de l'océan pour quand on sera vraiment à la plage. Pierre a penché la tête. « Tu as sauté dans l'eau pour nous. » « Oui, même si c'était super froid. Même si. » « Pourquoi? » Cette question innocente m'a transpercé. Si directe, si honnête. J'ai dû détourner le regard. Quand j'ai croisé à nouveau ses yeux, j'ai choisi mes mots avec soin. Parce que vous aviez besoin d'aide. Et quand quelqu'un a besoin d'aide, on l'aide. C'est ce qu'on fait. Pierre m'a étudié un instant de plus, puis a hoché la tête, satisfait. « D'accord, tu peux rester. » Antoine a ricané. Pierre croit qu'il est le chef. « Je suis le chef, papa l'a dit. » « Papa a dit qu'on était tous les deux les chefs. »« Vous êtes tous les deux très puissants, » ai-je acquiescé, luttant contre un sourire. Je suis resté. Bien sûr que je suis resté. C'était le seul endroit où j'avais l'impression d'être à ma place. Moment de réflexion personnelle. 30-60 secs. Environ 250 mots. Attendez, je dois faire une pause ici. Toute cette situation, quand j'y repense, était d'une absurdité folle. Vous ne trouvez pas? Moi, Marie, sans le sou, infirmière radiée, me retrouvant propulsée dans ce château luxueux, à la place de la mère de ces garçons, avec le fantôme d'une femme que je connaissais. Et ce secret pesait comme une montagne. Je me demandais souvent comment j'avais pu en arriver là. Dans ma petite vie d'avant, les choses étaient claires, si ce n'est simple. On faisait bien, on était récompensé. On faisait mal, on subissait les conséquences. Mais ici, tout était entrelacé, compliqué, gris. Je ne savais plus ce qui était bien, ce qui était mal. Je savais seulement que je ne pouvais pas tout révéler. Pas encore. La situation était trop fragile, trop délicate. Je me mentais à moi-même, je le savais. Je me disais que c'était pour leur bien, pour protéger les garçons Julien. Mais n'était-ce pas surtout pour me protéger moi-même? Protéger cette nouvelle vie, cette opportunité inattendue, cette chaleur humaine que je n'avais plus ressentie depuis si longtemps? Qui suis-je pour juger ce que le destin m'a apporté, surtout quand ça prend la forme de ces 2 petits garçons qui m'ont regardé avec tant d'espoir? J'étais perdu, vraiment. C'était un chemin de croix pavé de bonnes intentions et de terreur profonde. Bref, retour à l'histoire. Il fallait bien continuer à avancer, coûte que coûte.
Fin du moment de réflexion personnelle. Les premières semaines ont été une danse délicate. Les garçons, Pierre surtout, étaient méfiants, attentifs, comme de petits sentinelles. Mais Antoine, lui, était un rayon de soleil, prompt à rire, à faire confiance. Ils s'accrochaient l'un à l'autre, des mains cherchant toujours la proximité de l'autre. J'ai vite compris que sous leur rire, sous leur énergie débordante, se cachait une peur profonde, viscérale. Maria, enfin Sophie, la gouvernante, m'avait vite fait comprendre l'étendue de leur traumatisme. Sophie, une femme d'une 60aine d'années, aux yeux doux et aux mains toujours en mouvement, faisait partie des rares âmes qui gardaient un semblant de couleur dans cette maison. C'était la figure maternelle que les garçons avaient connue après leur mère. Un soir, alors que je l'aidais à ranger la vaisselle, après un dîner où les garçons avaient raconté leur journée avec cette adorable confusion propre aux enfants de 4 ans, Sophie avait chuchoté, son accent chantant légèrement l'italien. « Vous êtes doués avec eux. Les garçons, ils ne s'ouvrent pas facilement, mais vous, ils vous aiment déjà. Vous savez, ils sont si doux, mais ils sont si effrayés, toujours effrayés. Du noir, des bruits forts, d'être seuls. Ils font des cauchemars, les deux. Monsieur Beaumont, il ne dort pas. Il reste assis dans le couloir entre leurs chambres la plupart des nuits, juste à écouter, à s'assurer qu'ils respirent. Ça doit être épuisant. » J'avais le cœur serré. 4 ans comme ça. Depuis la mort de madame, avait dit Sophie en faisant un signe de croix discret. Il se blâme, vous savez, de ne pas avoir été là, de ne pas l'avoir sauvée. J'avais senti mon cœur s'emballer. Il n'aurait pas pu la sauver. Je veux dire, d'après ce que j'ai entendu sur les complications pendant l'accouchement, souvent, il n'y a rien à faire. Sophie avait hoché la tête tristement. Mais lui dire ça ne l'aide pas. Il vit dans cette culpabilité. Et les garçons, ils le sentent. Ils pensent que s'ils font trop de bruit, trop de problèmes, leur papa disparaîtra aussi. C'est déchirant. Oui, ça l'est, avais-je répondu, mes yeux piquants. Mais peut-être que vous pouvez aider. Peut-être que vous pouvez ramener un peu de lumière dans cette maison. Dieu sait qu'elle en a besoin. C'était une prière, pas juste une suggestion. La lumière, je l'apportais déjà inconsciemment par mes lectures, par mes rires, par la simple présence. Un soir après que j'eus lu au garçon, Pierre avait posé la question, sa petite voix somnolente. « Papa, est-ce que Marie va partir comme les autres? » La pause de Julien avait été si longue que j'avais retenu mon souffle depuis le couloir. « Je ne sais pas, mon fils, mais j'espère que non. » Moi aussi, avait murmuré Antoine. Elle est gentille et elle nous a sauvés. Oui, avait dit Julien doucement. Elle l'a fait. Je m'étais réfugié dans ma suite avant que quiconque ne me voie écouter. Assis sur l'énorme lit, mes mains tremblaient à nouveau, mais pas à cause du froid cette fois. En moins d'une journée, ces enfants dépendaient de moi. Julien espérait déjà que je resterais. Sophie parlait déjà de ramener la lumière. Et moi, je vivais un mensonge. J'ai trouvé la lettre dans ma commode où Théo avait déposé mes affaires il y a des heures. Tout ce que je possédais tenait dans 2 valises et 3 boîtes. Pathétique, vraiment. 28 ans de vie réduite à si peu. J'ai ouvert la plus petite boîte, celle que je regardais rarement, et j'ai fouillé dans de vieux papiers jusqu'à ce que mes doigts trouvent l'enveloppe. L'écriture d'Anne à l'avant, pour mon mari, Julien Beaumont. Le papier était jauni maintenant, les bords ramollis d'avoir été déplacés et manipulés et oubliés. Je l'avais lu une fois, il y a des années, dans un moment de faiblesse. J'avais mémorisé chaque mot. Mon amour, si tu lis ceci, je suis parti. Mais nos garçons sont là et ils ont besoin de toi. Ne laisse pas le chagrin faire de toi un fantôme. Laisse-les te voir vivre. Laisse-les te voir aimer à nouveau. Trouve quelqu'un qui sera leur mère comme je l'aurais été. Non pas avec perfection, mais avec une dévotion féroce, imparfaite, inconditionnelle. Et Julien, s'il te plaît, pardonne-toi pour tout ce que tu penses que tu aurais dû faire différemment. Il n'y avait rien. J'ai choisi cela.
Je les ai choisis et je les choisirai à nouveau. Tu as été l'amour de ma vie. Laisse-toi aimer à nouveau. Les garçons ont besoin de voir que l'amour ne se termine pas avec la perte. Promets-le-moi. Je t'aime, je t'aime. Je t'aimerai toujours, Anne. Ma main tremblait en tenant la lettre. Les larmes brouillaient ma vision. J'avais porté ce secret pendant 4 ans, et chaque jour il était devenu plus lourd. Mais à l'époque, j'étais noyé dans mon propre chagrin, mes propres échecs. L'hôpital m'avait renvoyé 1 semaine après le décès d'Anne. J'avais sombré dans la dépression. La lettre s'était perdue dans le chaos du déménagement, de l'effondrement, de la survie à peine. Et maintenant, j'étais ici, dans la maison d'Anne, avec le mari et les enfants d'Anne, tenant des mots qui pouvaient tout changer. « Dis-lui », me chuchotait une voix dans la tête. « Dis-lui maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne les aimes trop, trop pour partir. » Mais j'ai regardé autour de cette belle pièce. J'ai pissé au rire des garçons dans la baignoire. Je me suis souvenu du soulagement dévasté de Julien quand il avait serré ses fils après le lac, et j'ai su que je ne pouvais pas. Pas encore. Pas quand ils étaient tous si fragiles. J'ai remis la lettre dans la boîte et l'ai poussée au fond de mon placard. Juste un peu plus longtemps, me suis-je dit. Juste jusqu'à ce que les garçons soignent bien. Juste jusqu'à ce que Julien puisse supporter un coup de plus. Mais au fond de moi, je savais la vérité. Il n'y aurait jamais de bon moment pour détruire cette famille avec le secret que j'avais gardé. 3 mois plus tard, un samedi après-midi d'avril, j'ai trouvé Pierre seul dans une pièce qui n'était pas censée exister. Je le cherchais depuis 20 minutes, inquiète car il manquait toujours son goûter, ce que Pierre ne faisait jamais. Antoine était dans la cuisine avec Sophie, aidant à faire des gâteaux et mettant de la farine partout, mais Pierre avait disparu. J'avais vérifié tous les endroits habituels, la salle de jeu, la chambre des garçons, la bibliothèque où il construisait parfois des forts avec des oreillers. Rien. J'étais sur le point d'aller dehors vérifier le jardin quand je l'ai entendu. Un son doux, étouffé, venant du bout du couloir, la partie de la maison que j'avais appris à ne pas approcher. La porte était entr'ouverte, à peine, juste assez pour qu'un petit enfant puisse se faufiler. Mon cœur s'est serré. Je savais de quelle pièce il s'agissait. Sophie me l'avait dit une fois doucement en pliant le linge. La chambre de madame. Monsieur Beaumont la garde fermée à clé. Personne n'y entre. Personne. Mais la porte était ouverte maintenant. J'ai poussé plus largement, le souffle coupé par ce que j'ai vu. La pièce était figée dans le temps. Un lit à baldaquin avec des draps blancs, parfaitement fait. Une coiffeuse couverte de flacons de parfum et de boîtes à bijoux. Tout exactement là où quelqu'un l'avait laissé. Des vêtements toujours accrochés dans le placard ouvert. Des robes élégantes, des pulls doux. Des chaussures de créateurs alignés comme des soldats. Et sur la table de chevet, un livre avec un marque-page indiquant toujours une page qui ne serait jamais finie. C'était un sanctuaire, un musée, une pièce préservée comme si son occupant pouvait y revenir à tout moment. Et assis sur le sol au pied du lit, tenant une photographie, se trouvait Pierre. Mon chéri, ai-je dit doucement, m'agenouillant à ses côtés. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'a pas levé les yeux, ses petits doigts traçant le visage sur la photographie. Anne, jeune et rayonnante, tenant 2 minuscules nouveau-nés contre sa poitrine dans un lit d'hôpital. La même photographie qui se trouvait sur la cheminée en bas, mais celle-ci était différente. On voyait plus d'elle. L'épuisement dans ses yeux, l'amour féroce, la façon dont elle tenait ses bébés, comme s'ils étaient l'univers entier. Je voulais la voir, a murmuré Pierre. Je sais qu'on n'est pas censé entrer ici, mais je voulais voir à quoi elle ressemblait. Ma gorge s'est serrée. Tu n'es jamais venu ici avant? Papa l'a fermée à clé après. Il s'est arrêté, sa voix brisée. Antoine ne se souvient pas, mais moi si. Je me souviens de papa qui criait quand ils nous ont dit que maman était partie. J'étais vraiment petit, mais je me souviens.
Et puis il a fermé cette porte. Et il n'en parle jamais. Et parfois je pense que je l'ai peut-être inventée. Peut-être qu'elle n'était pas réelle. Oh, Pierre, je l'ai serré dans mes bras et il est venu volontiers, serrant toujours la photographie. Elle était réelle. Elle était très réelle. Mais je ne sais rien d'elle. Papa ne veut pas le nous dire. Il a juste ce regard sur son visage, comme si ça faisait trop mal, et puis il quitte la pièce. Je l'ai tenu plus fort, le cœur brisé pour ce petit garçon qui pleurait d'une mère qu'il n'avait jamais connue. Parfois, les adultes ne savent pas comment parler des gens qu'ils ont perdus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les aimaient pas. Ça veut juste dire que la douleur est trop grande pour les mots. Tu penses qu'elle nous aimait même si elle est morte quand on est né? Je sais qu'elle le faisait. Ma voix s'est brisée. Je sais qu'elle vous aimait plus que tout au monde. Comment tu sais? Parce que j'étais là. Parce qu'elle a tenu ma main et me l'a dit. Parce que ses derniers mots parlaient de toi et d'Antoine et de votre père. Et elle m'a fait promettre de lui dire, et j'ai échoué. Mais je ne pouvais rien dire de tout cela. Alors, au lieu de cela, j'ai dit, parce que je le vois sur cette photo, regarde la façon dont elle vous tient. C'est le regard de quelqu'un qui ferait n'importe quoi, donnerait n'importe quoi pour ses bébés. Pierre a étudié la photographie pendant un long moment, puis l'a soigneusement remise sur la table de chevet où il l'avait trouvée. Elle me manque, a-t-il dit doucement, même si je ne l'ai jamais connue. C'est bizarre. Non, mon chéri, ce n'est pas bizarre du tout. Ils sont restés là ensemble quelques minutes, entourés des affaires d'Anne, respirant le léger parfum qui persistait après toutes ces années. Puis j'ai entendu des pas dans le couloir, lourds, familiers, Julien. Je me suis tourné juste au moment où il est apparu dans l'embrasure de la porte, et l'expression de son visage m'a glacé le sang. Pas de la colère, pire, de la dévastation, un chagrin brut, sanglant, qu'il cachait depuis des années, maintenant exposé parce que son fils avait ouvert une porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Pierre, sa voix était à peine un murmure. Viens ici. Pierre est allé immédiatement vers son père et Julien l'a soulevé, le serrant contre sa poitrine. Je suis désolé, papa. Je voulais juste voir. Je sais. Les yeux de Julien étaient fermés, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle sauter. Je sais. C'est bon. Mais ce n'était pas bon. Je pouvais le voir. Je pouvais voir la façon dont les mains de Julien tremblaient, la façon dont il ne pouvait pas se résoudre à regarder quoi que ce soit dans la pièce, la façon dont il se retenait à peine. « Pierre, ai-je dit doucement, pourquoi tu n'irais pas retrouver Antoine? Je parie que ces gâteaux sont presque prêts. » Le garçon a hoché la tête, embrassant la joue de son père avant de glisser et de courir hors de la pièce. Au moment où il est parti, la contenance de Julien a craqué. Il s'est détourné de moi, sa main agrippant le cadre de la porte, ses épaules rigides. Je ne peux pas. Il s'est arrêté, respirant difficilement. Je ne peux pas être ici. Alors, allons-y. Mais Julien n'a pas bougé. Il est resté figé dans l'embrasure de la porte, regardant la pièce comme si elle était à la fois magnétique et répulsive. 4 ans, a-t-il dit d'une voix rauque. J'ai gardé cette porte fermée à clé pendant 4 ans. Et il a crocheté la serrure. Un enfant de 4 ans a crocheté une serrure. C'est votre fils. Il est intelligent et il avait besoin de la voir. J'aurais dû lui montrer. J'aurais dû. La main de Julien a bougé vers son visage, couvrant ses yeux. J'aurais dû faire beaucoup de choses différemment. J'ai fait un pas vers lui, le cœur battant. Julien, vous ne pouvez pas vous en vouloir pour « elle est morte à cause de moi ». Les mots sont sortis comme une confession, comme quelque chose qu'il avait gardé en lui si longtemps que c'était devenu du poison. Les médecins, ils lui ont donné un choix. Césarienne précoce, plus sûre, mais les garçons pourraient avoir des complications. Ou attendre, les laisser se développer pleinement, mais c'était plus risqué pour elle. Je lui ai dit d'attendre. J'ai dit que les garçons avaient besoin de ces semaines supplémentaires. Et elle m'a écouté.
Elle m'a toujours écouté, et puis sa voix s'est brisée complètement. Il s'est retourné et s'est éloigné de la pièce, loin de moi, sa main toujours sur son visage. Je l'ai suivi, regardant impuissante alors qu'il atteignait son bureau, au bout du couloir, avant que ses jambes ne cèdent. Il s'est effondré dans le fauteuil derrière son bureau, la tête dans les mains, tout son corps secoué par des sanglots qu'il avait retenus pendant des années. Je ne l'avais jamais vu comme ça. En 3 mois de vie ici, Julien avait été contrôlé, prudent, ne laissant jamais son armure se fissurer. Mais maintenant, avec la curiosité innocente de son fils brisant la porte qu'il avait gardée scellée, tout se déversait. J'ai traversé la pièce et me suis agenouillé devant lui, mes mains trouvant les siennes. « Julien !» ai-je dit fermement. « Regardez-moi. » Il n'a pas bougé. « Julien, s'il vous plaît. » Finalement, lentement, il a baissé les mains. Ses yeux étaient rouges, dévastés, remplis d'une culpabilité si profonde qu'elle était suffocante. « Ce n'était pas votre faute, ai-je dit, ma voix calme même si mon cœur était brisé. Les complications médicales arrivent. Les médecins prennent des décisions difficiles. Mais Anne a fait son choix. Elle a choisi de donner à ses garçons toutes les chances possibles. Ce n'était pas de votre faute. Vous ne comprenez pas. Je comprends. Le mensonge avait un goût de cendre. J'ai été infirmière. J'ai vu ça arriver. J'ai vu des familles déchirées par des choix que personne ne devrait avoir à faire. Mais le blâme ne change rien. Il ne fait que détruire ce qui reste. Julien m'a regardé, respirant difficilement. Et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait se retirer. Mais au lieu de cela, il a fait quelque chose qui m'a complètement brisé. Il s'est penché en avant et a pressé son front contre le mien, ses mains agrippant mes poignets comme si j'étais la seule chose qui le maintenait ancré. « Je ne sais pas comment faire, a-t-il murmuré. Comment être tout ce dont ils ont besoin? Comment être les 2 parents? Comment parler d'elle sans m'effondrer? Vous n'avez pas à le faire seul, je me suis entendu dire. Laissez-moi vous aider. Vous en faites déjà plus que vous ne le savez. » Ils sont restés ainsi un long moment, respirant ensemble, et j'ai senti quelque chose bouger entre nous. Quelque chose de dangereux, quelque chose qui ressemblait au réconfort, à l'attirance et à la confiance, tout emmêlé. Quand Julien a finalement reculé, ses yeux étaient toujours bruts mais plus calmes. « Merci, a-t-il dit doucement, d'être là. Pour Pierre. Pour... » Il s'est arrêté comme s'il n'avait pas les mots pour ce qu'il voulait dire. « Je devrais aller voir les garçons, ai-je dit, me levant avant de faire quelque chose de stupide comme rester. « Marie !» Je me suis retourné. « La pièce, nous devrions l'ouvrir. Laissez les garçons y aller s'ils le veulent. Ce n'est pas juste de la leur cacher juste parce que je ne peux pas y faire face. » « Vous êtes sûr? » »« Non, mais vous avez raison. Le blâme ne change rien, et se cacher non plus. » Cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis, je me suis allongé dans mon lit, regardant le plafond, pensant aux mots de Julien, à la culpabilité et au blâme, et au fait de se cacher. La lettre était toujours dans mon placard, enfouie sous les vêtements et les chaussures et le déni. 3 mois que j'étais là. 3 mois à regarder Julien lutter, à regarder les garçons s'attacher à moi, à regarder cette famille brisée commencer à guérir, de petites manières fragiles, et j'étais celle qui les empêchait d'avoir la clôture dont ils avaient besoin. Demain, me suis-je dit, je lui dirai demain, je lui donnerai la lettre et j'affronterai ce qui viendra. Mais le lendemain est arrivé et je n'ai rien dit. Et le jour d'après, et le jour d'après. Parce que l'amour grandissait dans cette maison, hésitant et prudent, mais réel. J'aimais les garçons. Je tombais amoureuse de Julien, même si je savais que c'était impossible. Et il commençait à me regarder différemment aussi. Comme si je n'étais pas juste la nounou. Comme si j'étais quelque chose de plus, et je ne pouvais pas me résoudre à le détruire. Pas encore. L'été est arrivé et avec lui les premiers vrais sourires que j'avais vus sur le visage de Julien.
Les garçons ont eu 5 ans en juin et pour leur anniversaire, Julien a loué tout le musée des Confluences de Lyon. Le regarder courir après Pierre et Antoine à travers les expositions, rire quand il l'aspergeait d'eau dans la salle des bulles, les hisser sur ses épaules pour qu'ils puissent mieux voir. J'ai senti quelque chose de chaud et de terrifiant éclore dans ma poitrine. C'est à ça que ressemblait la guérison, et j'en faisais partie. Ce soir-là, après que les garçons se furent effondrés de sucre et d'excitation, Julien m'a trouvé dans le jardin. J'étais assis sur le banc de pierre près de la fontaine, regardant les lucioles commencer leur danse nocturne quand son ombre est tombée sur moi. « Ils sont endormis », a-t-il dit, s'asseyant à mes côtés, assez près pour que nos épaules se touchent presque. Ils n'ont même pas tenu jusqu'à la première histoire du soir. Tant mieux, ils en avaient besoin aujourd'hui, nous tous. Il est resté silencieux un instant. Merci d'aider à tout rendre plus normal. C'était normal. Rien dans ma vie n'est normal, Marie. Vous le savez. Je le savais. En 6 mois de vie ici, j'avais appris exactement qui était Julien Beaumont. J'avais vu les hommes dans le costume sombre aller et venir à des heures impaires. Entendu des conversations téléphoniques en italien qui se terminaient par des ordres que je ne voulais pas comprendre. Remarquez comment les gens en ville lui laissaient de l'espace, comment les restaurateurs refusaient son argent, comment même les policiers détournaient le regard. C'était un homme dangereux, craint. Mais c'était aussi l'homme qui lisait des histoires du soir avec des voix ridicules, qui avait appris à tresser les cheveux parce qu'Antoine voulait ressembler à son personnage de dessin animé préféré, qui restait éveillé toute la nuit quand Pierre faisait des cauchemars sur la noyade, le tenant jusqu'à ce que la peur passe. Les garçons ne se soucient pas de la normalité, et je dis doucement, ils ne se soucient que de vous. La main de Julien a bougé pour couvrir la mienne sur le banc. Sa paume était chaude, ses doigts rugueux avec des callosités auxquelles j'essayais de ne pas penser. Et vous? De quoi vous souciez-vous? La question a plané entre nous comme un défi, comme une invitation. J'aurais dû retirer ma main, j'aurais dû maintenir la distance professionnelle que j'avais soigneusement construite pendant des mois. Mais au lieu de cela, j'ai entrelacé mes doigts aux siens. Je me soucie d'eux aussi, et je dis, et moi je me soucie de vous. Sa voix était plus basse maintenant, plus rauque. Julien s'est tourné pour me faire face complètement, ses yeux sombres cherchant les miens dans la lumière déclinante. Marie, je dois vous dire quelque chose. Mon cœur s'est arrêté. Il sait. D'une manière ou d'une autre, il sait pour la lettre. Je n'ai pas ressenti ça depuis des années, a continué Julien, son pouce traçant des cercles sur ma paume. Depuis Anne, je ne pensais plus jamais le ressentir. Je ne voulais pas. Mais vous, il s'est arrêté, sa mâchoire serrée. Vous m'avez donné envie d'essayer. Julien, je ne suis pas doué pour ça. Pour parler de sentiments, pour être autre chose que ce que je suis. Mais vous devez savoir, vous n'êtes pas juste la nounou. Vous ne l'êtes plus depuis des mois. Mon souffle s'est coupé. Je savais que je devais arrêter ça. Je savais que je devais tout confesser avant que ça n'aille plus loin. Mais sa main était chaude dans la mienne, et ses yeux me regardaient comme si j'étais quelque chose de précieux. Et les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je sais qui je suis, a dit Julien doucement. Je connais les choses que j'ai faites, les choses que je devrais continuer à faire pour protéger ma famille. Si c'est trop, ce n'est pas trop. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Je le savais depuis le début, et je suis toujours là. Pourquoi? Parce que je suis lâche. Parce que je ne peux pas supporter de perdre ça. Parce que je suis en train de tomber amoureuse de vous même si je n'ai aucun droit de le faire. Parce que je vois qui vous êtes avec eux, ai-je dit à la place. Et c'est la partie qui compte. Julien s'est penché plus près, sa main libre s'est posée sur mon visage. Puis-je vous embrasser? Je savais que je devais dire non. Je savais que l'embrasser rendrait tout plus compliqué, plus douloureux quand la vérité éclaterait inévitablement. Mais j'étais si fatigué de me le refuser,
de prétendre que mon cœur ne s'emballait pas quand il entrait dans une pièce, de rester éveillé la nuit à penser à lui. Oui, ai-je murmuré. Le baiser a été doux au début, prudent, comme s'il avait peur que je me brise. Mais alors ma main a bougé vers sa poitrine, sentant son cœur battre aussi vite que le mien, et quelque chose en nous deux s'est brisé. Le baiser s'est approfondi, désespéré, des années de solitude et de chagrin se dissolvant entre nous. Quand nous nous sommes finalement séparés, Julien a pressé son front contre le mien, sa respiration saccadée. « Restez, a-t-il dit, non pas comme la nounou, mais comme la mienne. Dis-lui. Dis-lui maintenant, avant que ça n'aille plus loin. » Mais je me suis entendu dire, « D'accord. » Nous sommes restés dans le jardin jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, les mains entrelacées, parlant de tout et de rien. Pour la première fois en 6 mois, je me suis permis d'imaginer un avenir ici, un vrai, où je ne prenais pas seulement soin des garçons, mais où je construisais une vie avec eux, avec Julien. C'était une belle fantaisie. Elle a duré exactement 3 semaines de plus. Un mardi matin de juillet, je préparais le petit déjeuner quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô? Est-ce Marie Dubois? » La voix d'une femme professionnelle, nette. « Oui, c'est Marie. Ici le Darléa Duval de l'hôpital Édouard Herriot. J'appelle concernant l'examen de votre permis d'infirmière. Nous avons terminé notre enquête et j'ai le plaisir de vous informer que votre permis sera réintégré le mois prochain. Félicitations, mademoiselle Dubois. » Ma main s'est serrée sur le téléphone. Merci. Nous aurons besoin que vous veniez pour remplir quelques formalités. Jeudi, ça vous irait? Nous avons rendez-vous à 14 heures. Jeudi? Oui, c'est bon. Après avoir raccroché, je suis resté figé dans la cuisine, la nouvelle résonnant dans ma tête. Mon permis était réintégré. Je pouvais à nouveau travailler comme infirmière. Je pouvais reprendre la carrière que j'avais perdue, l'identité que j'avais pleurée. Mais debout dans cette cuisine, dans cette maison qui était devenue un foyer, avec les garçons que j'aimais dormant à l'étage et un homme qui venait de me demander de rester, la nouvelle ressemblait moins à une victoire qu'à une complication. Bonne nouvelle? La voix de Julien m'a fait sursauter. Il était appuyé contre l'embrasure de la porte, déjà habillé pour la journée dans un costume gris foncé, me regardant avec ses yeux intenses qui en voyaient trop. Mon permis d'infirmière, ai-je dit, ma voix étrange à mes propres oreilles. Il le réintègre. Quelque chose a traversé le visage de Julien. C'est merveilleux. Vous devez être soulagé. Je le suis. Je ne m'y attendais pas. Est-ce que cela change quelque chose? La question était prudente, neutre, mais j'ai entendu la peur sous-jacente. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais nulle part. Le soulagement dans son expression m'a serré le cœur. Il a traversé la cuisine et m'a tiré contre lui, sa main soutenant l'arrière de ma tête. Bien, parce que je pensais ce que je disais. Je vous veux ici, non pas comme employé, mais comme famille. Famille. Le mot aurait dû me remplir de joie. Au lieu de cela, il a ressemblé à un nœud coulant qui se resserrait. Cet après-midi-là, pendant que les garçons étaient en sortie avec les petits-fils de Sophie, je suis allé à l'hôpital pour signer les papiers. Traverser ces couloirs familiers, voir le poste des infirmières où j'avais autrefois appartenu, était surréaliste, comme revenir dans une vie qui ne correspondait plus. Mademoiselle Dubois, le docteur est apparu, un porte-bloc à la main. Si vous signez simplement ces formulaires, nous traiterons tout la semaine prochaine. J'ai signé mécaniquement, lisant à peine les mots. Alors que je terminais, le docteur Duval a dit nonchalamment. Nous étions tellement désolés pour ce qui s'est passé il y a 4 ans. L'affaire Anne Dubois. Cela a dû être incroyablement difficile pour vous. Mon stylo s'est arrêté au milieu de la signature. Mon cœur a martelé contre mes côtes. Oui, c'était une telle tragédie. Et puis perdre votre permis quelques jours plus tard. Dr. Duval a secoué la tête.
Mais vous avez clairement tourné la page. C'est ce qui compte. Tournez la page. Si seulement elle savait. J'ai fini de signer et j'ai fui l'hôpital, mes mains tremblantes. Dans ma voiture, j'étais assise, agrippant le volant, respirant trop vite. Ça devient incontrôlable. Tu dois lui dire aujourd'hui, tout de suite. Mais quand je suis rentré à la maison, Pierre et Antoine sont venus en courant, se jetant sur moi, parlant l'un sur l'autre de leur après-midi. Et Julien était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Oui, il préparait vraiment le dîner, quelque chose qu'il avait commencé à faire récemment parce que j'avais mentionné que j'aimais quand il cuisinait. Et toute la maison sentait l'ail, le basilic et le foyer. Comment pouvais-je détruire ça? Cette nuit-là, après le dîner, les bains et les histoires du soir, Julien m'a trouvé dans ma chambre. J'étais assise sur mon lit, fixant le placard où la lettre était cachée, essayant de trouver le courage que j'avais perdu des mois plus tôt. « Salut », a dit Julien doucement, s'asseyant à mes côtés. « Tu es silencieuse depuis ton retour. Tu vas bien? » « Je vais bien, juste fatigué. » Il a étudié mon visage, sa main bougeant pour glisser une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Tu es une terrible menteuse. » C'est juste. Aujourd'hui m'a fait penser à beaucoup de choses, à tout ce qui a changé. Des regrets? Non, jamais. Le mensonge est venu plus facilement cette fois. J'ai juste besoin de te dire quelque chose, papa. Le cri terrifié d'Antoine a retenti dans la maison. Nous courions tous les deux avant que le son ne soit pleinement enregistré. Julien a atteint la chambre des garçons le premier, allumant la lumière. Antoine était assis dans son lit, sanglotant, ses bras tendus vers son père. Pierre était déjà éveillé, assis au bord du lit de son frère, lui tenant la main. « Cauchemar », a dit Pierre doucement, « encore sur le lac. » Julien a pris Antoine dans ses bras et le garçon a enfoui son visage dans l'épaule de son père, son petit corps tremblant. J'étais sous l'eau et je ne trouvais pas Pierre et personne n'est venu. « Chut, mon fils, c'est bon. Tu es en sécurité. Marie vous a sauvé, tu te souviens? Elle a sauté. Vous êtes en sécurité. » Mais si elle n'avait pas été là. Antoine a octé. Si elle n'avait pas été là et qu'on était mort, mais j'étais là, ai-je dit, m'agenouillant à leur côté, et je le serai toujours. Les mots résonnaient comme une promesse et un mensonge. Nous sommes restés avec les garçons jusqu'à ce qu'ils se rendorment tous les deux. Antoine blotti contre son père, Pierre tenant ma main comme une encre. Quand nous sommes finalement partis, Julien m'a tiré dans le couloir, son expression épuisée mais reconnaissante. « Merci », a-t-il murmuré, « d'être là, d'être toi. » Et j'ai su, avec une certitude dévastatrice, que je n'allais jamais lui dire, que je porterais ce secret jusqu'à ce qu'il me détruise, parce que l'alternative, voir cette famille se briser, était impensable. La lettre resterait enfouie. Le mensonge resterait en vie, et je vivrais avec la culpabilité jusqu'à ce qu'elle me consume. La vérité a éclaté un samedi après-midi d'août, et elle est venue de la dernière personne à laquelle on s'attendait. Sophie. J'étais dans la salle de bain des garçons, aidant Pierre et Antoine à se brosser les dents avant leur sieste de l'après-midi, quand j'ai entendu des voix s'élever en bas. Celle de Julien, tranchante et autoritaire, et celle de Sophie, inhabituellement ferme. Je ne peux plus me taire, Monsieur Beaumont. Vous devez savoir. Mon sang s'est glacé. Savoir quoi? La voix de Julien était dangereusement calme. À propos de Mademoiselle Marie, de la vraie raison pour laquelle elle est ici. Ma vision s'est brouillée. La brosse à dents est tombée de ma main, claquant dans l'évier. Non, non, cela ne pouvait pas arriver. Pas comme ça. Les garçons, ai-je dit, ma voix tremblante. Restez ici, ne descendez pas. Compris. Les yeux de Pierre se sont écarquillés. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, restez juste ici. J'ai dévalé les escaliers, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait éclater. Dans le salon,
Sophie se tenait face à Julien, se tordant les mains, le visage ridé d'inquiétude. Et sur la table basse entre eux, la lettre. Mes jambes ont failli me lâcher. Sophie, comment avez-vous? Je nettoyais votre chambre aujourd'hui pendant que vous étiez sortie, a dit Sophie, ne me regardant pas. La boîte est tombée de l'étagère du placard. La lettre est tombée et j'ai vu le nom. Julien s'est tourné vers moi lentement et le regard sur son visage m'a donné envie de mourir. Confusion, début de compréhension, trahison commençant à éclore comme du poison. Quelle lettre? Sa voix était trop silencieuse, trop contrôlée. Julien, je peux expliquer. Quelle lettre? Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas parler. Sophie s'est avancée, ramassant l'enveloppe de ses mains tremblantes, et l'a tendue à Julien. Elle vient de votre femme, monsieur, de la nuit où elle est décédée. Mademoiselle Marie, elle était là. Le silence qui a suivi était assourdissant. Julien a regardé l'enveloppe comme si c'était une arme. Puis ses yeux ont bougé vers moi, et j'ai vu le moment exact où il a compris. Le moment exact où tout s'est brisé. Vous étiez là, a-t-il dit, sa voix creuse. La nuit où Anne est morte. Vous étiez là. Oui, ai-je murmuré, et elle vous a donné ça. Il a levé la lettre, sa main tremblante. Elle vous a donné ses derniers mots pour moi, et vous n'avez jamais... Il n'a pas pu finir. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai entendu ses dents grincer. Depuis combien de temps êtes-vous dans ma maison, Marie? 7 mois. 7 mois. Il a ri, mais c'était un son brisé, terrible. Vous avez vécu ici, pris soin de mes enfants, dormi sous mon toit, m'avez laissé. Il s'est arrêté, sa main bougeant vers sa poitrine comme s'il souffrait physiquement. Vous m'avez laissé tomber amoureux de vous, et vous m'avez menti tout ce temps. Je ne mentais pas. Vous m'avez caché ça. Sa voix a explosé, rauque de fureur et d'angoisse. Les derniers mots de ma femme, son dernier message, et vous l'avez enterré. Pendant 4 ans, vous l'avez enterré. Et puis vous êtes entré chez moi, et vous n'avez rien dit. J'ai essayé. Quand il s'avançait vers moi maintenant, la lettre serrée dans son poing. Quand avez-vous essayé, Marie, avant de m'embrasser, avant de me dire que vous resteriez, avant de laisser mes fils vous appeler famille? J'allais vous le dire quand? L'année prochaine, quand ils auront 10 ans, quand nous serons mariés. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Des larmes de rage et de chagrin. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez vu souffrir. Vous m'avez vu me torturer à propos de sa mort, et vous aviez ces mots tout ce temps. J'ai oublié, ai-je sangloté, mes propres larmes coulant sur mon visage. J'ai oublié, j'ai perdu mon emploi. Je me suis effondré, j'ai tout enterré de cette période. Et quand je me suis souvenu, quand j'ai réalisé que vous m'aviez déjà embauché et que les garçons m'aimaient et que je ne savais pas comment m'en sortir, sortez. Sa voix était silencieuse, finale. Son rugissement a secoué la maison. À l'étage, j'ai entendu l'un des garçons commencer à pleurer. Sortez de ma maison, éloignez-vous de mes enfants, je ne veux plus jamais vous revoir. Laissez-moi juste la lire avec vous. Non, il reculait de moi maintenant, comme si j'étais contaminé, comme si me toucher l'empoisonnerait. Vous n'avez pas le droit d'être là pour ça. Vous n'avez pas le droit d'assister à ça. Vous avez eu 4 ans pour me donner ça. Vous n'aurez pas 1 seconde de plus. Sophie s'est avancée, le visage mouillé de larmes. Mademoiselle, je vais vous aider à faire vos bagages. Non. Je me suis tourné vers Julien, désespéré. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Laissez-moi. Il n'y a rien à expliquer. Sa voix était morte maintenant, vide. Vous aviez quelque chose de précieux qui m'appartenait, et vous l'avez gardé. Que vous ayez oublié ou non n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que quand vous vous en êtes souvenu, quand vous m'avez vu,
Quand vous avez vu mes fils, vous avez choisi de continuer à mentir. Vous avez choisi de vous protéger au lieu de nous donner une clôture. Je vous protégeais. De quoi? Des mots de ma femme? De la seule chose que je voulais depuis 4 ans? Il a ri amèrement. Vous ne me protégiez pas, Marie. Vous vous protégiez des conséquences de la culpabilité, de devoir faire face à ce que vous aviez fait. Chaque mot était un couteau et chaque mot était vrai. Je vous aime, ai-je murmuré, ma voix brisée. Je vous aime et les garçons. Ne. La main de Julien s'est levée, m'arrêtant. N'osez pas utiliser ce mot. L'amour ne ment pas. L'amour ne se cache pas. L'amour ne regarde pas quelqu'un souffrir quand vous avez le pouvoir d'y mettre fin. Il s'est détourné, incapable de même me regarder. Sophie, assurez-vous qu'elle soit partie dans l'heure. Julien, s'il vous plaît. Mais il s'éloignait déjà, la lettre serrée dans sa main, se dirigeant vers son bureau, vers l'intimité, vers les mots que sa femme avait écrits 4 ans plus tôt et qui auraient dû être les siens la nuit de sa mort. Je suis resté figé dans le salon, mon monde entier s'écroulant jusqu'à ce que Sophie me prenne doucement dans le bras. « Venez, mademoiselle, laissez-moi vous aider à faire vos bagages. » Faire les bagages a pris 30 minutes. Tout ce que je possédais tenait dans les mêmes 2 valises et 3 boîtes avec lesquelles j'étais arrivé. 7 mois de vie, d'amour, de famille, effacés comme si cela n'avait jamais existé. Alors que je portais la dernière boîte en bas, j'ai vu Pierre et Antoine se tenir dans le couloir, leurs visages striés de larmes. « Pourquoi tu pars ?» a sangloté Antoine. « On a fait quelque chose de mal. » « Non, mon ange, jamais. » J'ai posé la boîte et me suis agenouillé, serrant les 2 garçons dans mes bras. « Vous avez tout fait bien. Vous êtes parfaits. C'est ma faute, pas la vôtre. »« Mais tu as dit que tu resterais, » a dit Pierre, sa voix petite et brisée. « Tu as promis que tu serais toujours là. »« Je sais. Je suis tellement désolé. Je suis tellement, tellement désolé. »« Papa te fait partir ?» Les mains d'Antoine se sont agrippées à ma chemise. « On va lui dire qu'on veut que tu restes. On va lui dire. » Ce n'est pas si simple, mon chéri, mais on t'aime. La voix de Pierre s'est brisée et j'ai senti mon cœur se briser complètement. Ça ne compte pas? Ça compte plus que tout. J'ai embrassé leur front, mémorisant leur visage. Mais parfois, l'amour ne suffit pas à réparer les erreurs que nous faisons. Et j'ai fait une très grosse erreur. « Quelle erreur ?» a exigé Pierre. « Qu'est-ce que tu as fait? » « J'ai blessé votre papa et je ne peux pas réparer ça. » Du bureau, j'ai entendu un son qui me hantrait pour toujours. Julien, seul, lisant la lettre de sa femme, s'effondrant d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. De grands sanglots secouant les murs. Les garçons l'ont entendu aussi. L'étreinte d'Antoine s'est resserrée. « Papa pleure. »« Je sais, mon ange, allez le voir. Il a besoin de vous. Mais nous, on a besoin de toi. Vous avez l'un l'autre. Et vous avez votre papa. C'est ce qui compte. » Je les ai embrassés une dernière fois, puis je me suis levé et j'ai franchi la porte avant de m'effondrer complètement. Théo attendait près d'une voiture, pas le même SUV d'il y a 7 mois, mais une berline plus petite, plus froide. Il a pris mes boîtes sans un mot, les a chargées dans le coffre, puis m'a ouvert la porte arrière. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé le château. À travers la fenêtre du bureau, je pouvais voir la silhouette de Julien, la tête dans les mains, la lettre sur le bureau devant lui. Je lui avais enfin donné les mots de sa femme, et cela m'avait coûté tout. La voiture a traversé les grilles, et la maison a disparu derrière les arbres. Je me suis pressé les mains sur le visage et j'ai sangloté. Pour Julien, pour les garçons, pour Anne, pour moi-même, pour une famille qui avait failli être la mienne, détruite par un secret que j'avais été trop lâche pour confesser. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. Il l'a lu. Il ne parle pas. Les garçons n'arrêtent pas de pleurer. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fixé le message, puis j'ai tapé en retour. Prends soin d'eux, s'il te plaît. Ils ont besoin de toi. Je n'ai pas demandé ce que disait la lettre.
Je n'ai pas demandé si ça changeait quoi que ce soit. Je savais déjà que non. Certaines trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées. La voiture m'a déposé dans un motel bon marché en périphérie de la ville. J'ai pris une chambre avec de l'argent que je n'avais pas, utilisant une carte de crédit presque à découvert, et je me suis effondré sur le matelas fin dans une chambre qui sentait la cigarette et le regret. Sur la table de chevet. Mon téléphone a vibré à nouveau, mais ce n'était pas Sophie cette fois. C'était un message de Julien. Juste 3 mots. Lis la lettre. Et joint, il y avait une photo du message d'Anne, soigneusement photographiée pour que chaque mot soit visible. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, lisant les mots que j'avais mémorisés il y a des années, mais les voyant maintenant à travers les yeux de Julien. Mon amour, si tu lis ceci, je suis parti, mais nos garçons sont là et ils ont besoin de toi. Ne laisse pas le chagrin faire de toi un fantôme. Laisse-les te voir vivre. Laisse-les te voir aimer à nouveau. Mais il y avait plus. Une deuxième page que je n'avais jamais vue auparavant, écrite d'une écriture plus tremblante, ajoutée à la toute fin. Et si l'infirmière qui est restée avec moi ce soir lit ceci aussi, celle aux yeux doux qui m'a tenu la main quand j'avais peur, s'il te plaît, ne te blâme pas. Tu as tout fait bien. Ce n'était pas ta faute. Donne ceci à mon mari quand tu seras prête. Pas avant. Pas tant que ça ne le détruira pas. Utilise ton jugement. Tu as un bon cœur. Je te fais confiance. Dis à Julien que je l'ai aimé jusqu'à mon dernier souffle. Et dis à mes garçons, quand ils seront assez grands pour comprendre, que le seul regret de leur mère était de ne pas avoir eu plus de temps pour les aimer. Je l'ai lu 3 fois, les larmes coulant sur mon visage avant de comprendre. Anne avait su, avait senti que je m'effondrais, m'avait donné la permission d'attendre, de choisir le bon moment. Mais j'avais attendu trop longtemps et choisir de révéler la vérité par amour au lieu de l'immédiatement avait semblé à Julien comme choisir de la cacher pour toujours. J'ai répondu, je suis désolé, je suis tellement désolé. Aucune réponse n'est venue et je me suis recroquevillé sur ce matelas de motel taché, seul, et j'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus rien. 3 mois ont passé comme une plaie ouverte. J'ai récupéré mon permis d'infirmière et j'ai trouvé un poste dans une clinique dans le sud de la ville. Le genre d'endroit qui traitait des blessures par balle sans poser de questions et ne se souciait pas que j'ai autrefois tout perdu. Le travail était dur, les heures brutales, le salaire terrible, mais ça gardait mes mains occupées, empêchait mon esprit de vagabonder vers un château qui n'était plus le mien, vers 2 petits garçons qui m'avaient appelé famille, vers un homme qui m'avait regardé comme si j'étais sa 2e chance de bonheur. Je vivais dans un studio aux murs fins et un radiateur qui claquait toute la nuit. Je mangeais des céréales pour le dîner. Je ne me faisais pas d'amis. J'allais au travail, rentrais chez moi et existais dans l'espace entre ce que j'avais été et ce que je ne deviendrais jamais. Mais chaque nuit avant de m'endormir, je regardais la photo que Julien m'avait envoyée. La lettre d'Anne, les mots que j'avais portés pendant 4 ans et la permission que j'avais mal comprise. Utilise ton jugement. Mais mon jugement avait été brisé, endommagé par mon propre traumatisme, mes propres échecs. J'avais attendu non pas parce que je choisissais le bon moment, mais parce que j'étais une lâche. Et Julien avait vu à travers mes excuses immédiatement. J'avais tout détruit. Nous tous. Un vendredi soir de fin novembre, juste après la Toussaint, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Dubois ?» La voix de Sophie, tendue, inquiète. Mon cœur s'est arrêté. « Sophie, tout va bien? Les garçons? » « Les garçons vont bien, mais Monsieur Beaumont, il ne va pas bien. Il ne mange pas, ne dort pas. Il reste dans son bureau toute la nuit à lire cette lettre encore et encore. Et pendant la journée, il est comme un fantôme, ceci. Les garçons sont tellement inquiets. Ils n'arrêtent pas de demander quand vous reviendrez. » J'ai fermé les yeux, une douleur lancinante dans ma poitrine. « Je ne peux pas revenir, Sophie. » Il me l'a dit. « Je sais ce qu'il vous a dit, mais il se détruit, mademoiselle. Il lit la partie où madame parle de vous.
où elle dit que vous avez un bon cœur, et puis il boit jusqu'à ne plus voir clair. Il se noie dans la culpabilité de vous avoir renvoyé, de vous avoir blâmé pour tout. Il a tout à fait le droit de me blâmer. Peut-être, mais cela ne veut pas dire que c'est sain. La voix de Sophie est tombée. Les garçons ont besoin de vous, et qu'ils l'admettent ou non, il a besoin de vous aussi. Que voulez-vous que je fasse? Venez pour Noël, s'il vous plaît, juste une visite. Laissez-le vous voir. Laissez les garçons vous voir. Et puis, quoi qu'il arrive, arrive. J'ai pensé à dire non, à me protéger de plus de douleur. Mais en Suisse, j'ai pensé à Pierre et Antoine, à leur visage maculé de larmes le jour où j'étais parti, et j'ai su que je ne pouvais pas. D'accord, ai-je murmuré, je viendrai. La veille de Noël est arrivée avec de la neige et du silence. Je me tenais devant les grilles du château à 18 heures, mes mains tremblantes, portant un sac de cadeaux emballé que j'avais acheté avec de l'argent que je n'avais pas. Les gardes m'ont reconnu, la surprise traversant leur visage, mais ils ont ouvert les grilles sans un mot. La marche le long de l'allée ressemblait à une marche vers ma propre exécution. Sophie a ouvert la porte avant que je puisse frapper, me tirant à l'intérieur immédiatement. Dieu merci, les garçons ont regardé la fenêtre tout l'après-midi. Julien sait que je suis ici? Non, il est dans son bureau, il est là depuis ce matin. Sophie, je ne peux pas juste... Marie? Une petite voix hésitante, pleine d'espoir. Je me suis retourné et ils étaient là, Pierre et Antoine, debout en haut des escaliers dans leurs pyjamas assortis, me fixant comme si j'étais un fantôme. Ils avaient grandi en 3 mois, plus grands, plus minces, plus marqués. « Salut les garçons », ai-je dit, ma voix brisée. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis Antoine a rompu le sort, dévalant les escaliers et se jetant sur moi. Pierre a suivi une demi-seconde plus tard, et soudain j'étais à genoux avec les 2 garçons dans mes bras. Nous pleurions tous les 3. « Tu es revenu !» a sangloté Antoine dans mon épaule. « Tu es revenu !»« Tu m'as manqué », a murmuré Pierre. « Tu nous as tellement manqué. Vous m'avez manqué aussi, chaque jour. » Ils se sont tenus l'un l'autre pendant longtemps, et j'ai senti des morceaux de mon cœur brisé tenter désespérément de se recoudre, mais je savais que ce n'était pas permanent. Ne pouvait pas l'être. Pas avant que je n'affronte Julien. « Où est votre papa ?» ai-je demandé doucement, reculant pour les regarder. « Dans son bureau », a dit Pierre doucement. « Il est toujours là maintenant. Il sort à peine. Il sait que je suis ici. » Les 2 garçons ont secoué la tête. J'ai pris une profonde inspiration. « D'accord, pourquoi ne pas aller avec Sophie et commencer votre chocolat chaud? J'ai besoin de parler à votre papa d'abord. » « Et s'il est toujours en colère? » a demandé Antoine, sa voix petite. « Alors j'y ferai face. Mais de toute façon, j'ai pu vous voir et c'est ce qui compte. » Les garçons m'ont serré une dernière fois, puis sont partis à contre-cœur avec Sophie vers la cuisine. Je me suis tenu seul dans le hall, fixant la porte fermée du bureau de Julien, rassemblant tout le courage qu'il me restait. J'ai frappé une fois, pas de réponse. « Julien, c'est moi. Puis-je entrer? » Silence. Puis après un long moment, « Va-t'en, Marie. » Sa voix était rauque, brisée. « Non. » J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse protester. Le bureau était sombre, à l'exception de la lumière du feu et d'une seule lampe sur le bureau. Julien était assis dans son fauteuil, un verre de whisky dans une main. La lettre d'Anne étalée sur le bureau devant lui. Il avait l'air terrible, mal rasé, les yeux rougis, la chemise froissée comme s'il avait dormi dedans, ou n'avait pas dormi du tout. J'ai dit « Va-t'en » et j'ai dit « Non ». J'ai fermé la porte derrière moi. Les garçons s'inquiètent pour vous. Les garçons vont bien. Non, ils ne vont pas bien. Ils sont terrifiés. Ils pensent que vous vous effondrez. Ils pensent que c'est de leur faute. La mâchoire de Julien s'est contractée. Ce n'est pas de leur faute, c'est la vôtre. Je sais.
J'ai traversé la pièce, m'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau. Vous avez raison. Tout. J'aurais dû vous le dire immédiatement. J'aurais dû être assez courageuse pour faire face aux conséquences. Je ne l'ai pas été, et je vous ai fait du mal. Je vous ai fait du mal à tous. Alors pourquoi êtes-vous ici? Parce que Sophie m'a appelé, parce que vos fils ont besoin de vous entier, pas noyés dans la culpabilité et le whisky. Parce que j'ai pris une inspiration. Parce que je vous aime et que je ne peux pas vous regarder vous détruire. Même si vous me haïssez, je ne vous hais pas. Les mots sont sortis brisés, à peine audibles. Je déteste ne pas pouvoir vous haïr. Je déteste lire cette lettre chaque nuit. Et la partie qui me détruit le plus est celle où Anne parle de vous. Où elle dit que vous avez un bon cœur. Où elle vous a fait confiance. Il a levé les yeux et ses yeux étaient dévastés. Elle avait raison et j'avais tort. Mon souffle s'est coupé. Quoi? J'ai lu cette lettre 1000 fois et à chaque fois je la vois plus clairement. Elle savait. Anne savait que vous luttiez. Elle vous a donné la permission d'attendre, de choisir le bon moment. Et vous avez attendu, non par malice, mais parce que vous essayez de nous protéger. Julien, laissez-moi finir. Il s'est levé contournant le bureau et j'ai vu à quel point il avait perdu du poids, à quel point il était épuisé. Vous aviez raison, il n'y aurait jamais eu de bon moment. Le jour où vous avez sauvé mes fils, je tenais à peine debout. Si vous m'aviez dit alors, je vous aurais détruite. Le premier mois, je ne pouvais même pas entrer dans la chambre d'Anne. Le 6e mois, je commençais juste à me sentir humain à nouveau. Le jour où je vous ai embrassé, il s'est arrêté, sa voix se brisant. Si vous m'aviez dit alors, j'aurais perdu tout ce que j'avais gagné. Ma raison, mon espoir, ma capacité à aimer à nouveau. Mais j'aurais quand même dû. Peut-être, mais je n'aurais pas dû vous jeter sans lire la lettre d'abord, sans comprendre qu'Anne elle-même vous avait donné ce choix. Il était directement devant moi maintenant, assez près pour que je puisse le toucher. J'étais si en colère, si blessé. Je ne pouvais pas voir au-delà de ma propre douleur pour comprendre la vôtre. Je ne mérite pas votre pardon et vous ne méritez pas le mien. Mais nous sommes ici. Julien s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Je suis resté assis dans cette pièce pendant 3 mois, me torturant, lisant les mots d'Anne. Ceux qui parlaient de vivre, d'aimer à nouveau, de trouver quelqu'un pour materner mes fils avec une dévotion féroce, imparfaite, inconditionnelle. Sa voix s'est brisée. C'est vous, Marie. Vous êtes exactement celle qu'elle a décrite et je vous ai renvoyée. Les larmes coulèrent sur mon visage. Les garçons demandent de vos nouvelles chaque jour. Antoine dessine des images de vous et ne me laissera pas les jeter. Pierre dort toujours avec la chemise que vous avez laissée. Ils ont le cœur brisé. Et c'est ma faute. C'est notre faute, ai-je corrigé. Nous deux. J'ai gardé un secret que je n'aurais pas dû garder. Vous avez réagi avec douleur au lieu de prendre le temps de comprendre. Nous avons tous deux fait des erreurs. Les mains de Julien se sont serrées sur les miennes. Pouvons-nous réparer ça? Est-ce trop brisé? Je ne sais pas. Ma voix était à peine un murmure. Je ne sais pas si vous pourrez jamais me faire pleinement confiance à nouveau. Je ne sais pas non plus, mais je veux essayer. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux sombres noyés de larmes. Restez, non pas comme la nounou, mais comme ma partenaire, comme leur mère, comme la personne qu'Anne voulait que je trouve. Restez et laissons-nous être la famille imparfaite et désordonnée que nous sommes censés être. J'ai pensé à toutes les raisons pour lesquelles je devrais dire non, à la douleur que nous nous étions causée, à la confiance qui prendrait des années à reconstruire. Mais ensuite, j'ai pensé au dessin de Pierre, au rire d'Antoine, à Julien lisant des histoires du soir et préparant le petit déjeuner, et apprenant lentement à se sentir entier à nouveau. D'accord, ai-je murmuré, je vais rester. Julien m'a tiré dans ses bras, et nous nous sommes tenus l'un l'autre,
pendant que le feu crépitait et que la neige tombait dehors. Tous les deux pleuraient, tous les deux guérissaient. « Il y a autre chose, » a dit Julien après un moment, reculant pour me regarder. « Je veux que les garçons lisent la lettre. Quand ils seront plus grands, je veux qu'ils connaissent les mots de leur mère. Tous, y compris la partie qui vous concerne. Vous êtes sûr? » Je suis sûr qu'ils devraient savoir que le dernier acte de leur mère a été de faire confiance à quelqu'un pour aider notre famille à guérir. Et cette personne, c'était vous. Cette nuit-là, je suis resté dîner. Les garçons étaient extatiques, parlant l'un sur l'autre, me montrant tout ce que j'avais manqué. Des dessins, de nouveaux jouets, des histoires d'école. Julien regardait depuis le bout de la table, sa main trouvant la mienne sous la table, la serrant doucement. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon près du sapin de Noël, le premier sapin que la maison avait vu depuis des années. Antoine s'est endormi sur mes genoux. Pierre somnolait contre le flanc de son père. Et Julien et moi étions assis ensemble à la lumière du feu, ne parlant pas, juste étant. « Je ne vais pas rendre ça facile, » a dit Julien doucement. « J'aurai besoin de temps, d'espace pour digérer, de moments où je serai en colère ou blessé ou effrayé. Je sais, mais je ne vais pas m'enfuir et je ne vais plus vous repousser. » Moi non plus. Il m'a embrassé sur le front. Joyeux Noël, Marie. Joyeux Noël, Julien. 6 mois plus tard, le jardin était plein de ballons, de chaos et de rire. La fête du 6e anniversaire de Pierre et Antoine battait son plein. De vrais enfants cette fois, pas seulement des adultes embauchés pour que les choses aient l'air normales. Des amis d'école, des voisins, même des enfants de l'équipe de football des garçons. La maison qui avait autrefois été silencieuse et froide débordait maintenant de vie. Je me tenais sur la véranda en treillis, regardant Julien courir après un groupe d'enfants sous les arroseurs, sa chemise trempée, son rire résonnant dans le jardin. Il avait l'air plus jeune, plus léger, comme s'il avait enfin déposé le poids qu'il portait depuis 6 ans. « Vous avez l'air heureuse, mademoiselle. » Sophie est apparue à mes côtés, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait fait de la pâtisserie toute la matinée. Des cupcakes, des biscuits, l'élaboré gâteau dinosaure qui trônait maintenant sur la table des desserts. « Je suis heureuse, » ai-je dit. Terrifiée, mais heureuse. Terrifiée de quoi? J'ai regardé ma main gauche où une simple bague en diamant captait la lumière du soleil. Julien m'avait demandé en mariage il y a 2 mois, à l'anniversaire du jour où j'avais sauvé les garçons. Rien d'élaboré, juste nous 4 dans le jardin. Pierre et Antoine tenant des pancartes faites maison qui disaient « Veux-tu être notre maman? » J'avais dit oui avant même qu'il ne termine de demander. De tout gâcher à nouveau, ai-je admis, de ne pas être assez. Arrêtez. Sophie a posé une main ferme sur mon épaule. Vous avez sauvé ces garçons 2 fois. Une fois de l'eau, une fois de perdre leur père à cause du chagrin. Vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Dans le jardin, Antoine m'a aperçu et est venu en courant, trempé, me jetant ses bras autour de la taille. « Marie, viens jouer. Papa est en train de perdre et on a besoin de ton aide. »« Perdre ?» La voix indignée de Julien a appelé. « Je vous laisse gagner. »« Tu perds !» a crié Pierre joyeusement. J'ai ri et j'ai laissé Antoine me traîner dans le chaos. Je me suis retrouvé complètement trempé, ma robe d'été collée à ma peau, mes cheveux dégoulinants, mais je m'en fichais. J'étais à la maison. Plus tard, après que les invités furent partis et que les garçons furent au lit, épuisés par le sucre et l'excitation, Julien m'a trouvé dans l'ancienne chambre d'Anne. Nous l'avions transformée au cours des derniers mois. Les vêtements avaient été donnés, la coiffeuse dégagée, le lit remplacé par un coin lecture et des étagères de livres pour enfants. Mais la photographie d'Anne restait, celle de l'hôpital la tenant avec ses nouveau-nés, encadrée maintenant et accrochée au mur où les garçons pouvaient la voir. Et à côté, dans un simple cadre noir, se trouvait la lettre, protégée derrière une vitre,
conservée pour que Pierre et Antoine puissent la lire quand ils seraient prêts. « Tu vas bien ?» a demandé Julien, m'enlaçant par derrière. Je pensais juste à elle, à ce qu'elle penserait de tout ça. Je pense qu'elle serait reconnaissante. Le menton de Julien reposait sur mon épaule. Elle voulait qu'ils aient une mère. Elle voulait que je vive. Elle t'a fait confiance pour savoir quand le moment serait venu, et elle avait raison. Ça a failli nous briser, mais ce ne fut pas le cas. Et maintenant, nous en sommes plus forts. Je me suis retourné dans ses bras, le regardant. Vous croyez vraiment ça? Oui. Il m'a embrassé doucement. Je crois qu'Anne savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait la douleur, qui comprenait les erreurs, qui ne m'abandonnerait pas même quand je l'ai abandonné. Je vous aime, ai-je murmuré. Je vous aime aussi. Et demain, je vais commencer les papiers d'adoption. Mon souffle s'est coupé. Quoi? Les garçons ont besoin d'une mère légalement, pas seulement émotionnellement. Je veux votre nom sur leur certificat de naissance. Je veux que vous ayez tous les droits, toutes les protections. Je veux que le monde sache que vous êtes les leurs. Les larmes ont coulé sur mes joues. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de rien. Cette nuit-là, avant d'aller nous coucher, je me tenais dans l'embrasure de la porte de la chambre des garçons, les regardant dormir. Pierre avait un bras jeté sur Antoine, protecteur même dans ses rêves. Ils avaient l'air paisibles, en sécurité, aimés. Julien est apparu à mes côtés, prenant ma main. « Ils sont à nous », a-t-il dit doucement. « Nous tous, une famille imparfaite et désordonnée, la meilleure sorte. » Ils sont restés là ensemble, regardant les garçons respirer, écoutant la maison s'installer autour d'eux. Dehors, la neige commençait à tomber. La première neige de la saison, précoce et inattendue. Mais à l'intérieur, tout était chaud. Tout était lumière. La lettre d'Anne avait eu raison. Le chagrin n'avait pas à faire de vous un fantôme. L'amour ne se terminait pas avec la perte. Et parfois, la personne à laquelle on s'attendait le moins, la personne qui portait ses propres blessures et erreurs, pouvait être exactement celle qui vous sauvait. 2 ans plus tard, le tribunal était petit et calme. Rien à voir avec le chaos de nos vies quotidiennes. La juge Bertrand a regardé par-dessus ses lunettes la famille assise devant elle. « Pierre et Antoine Beaumont, comprenez-vous ce que signifie pour mademoiselle Dubois de devenir votre mère légale? » Les 2 garçons ont hoché la tête solennellement. Ils avaient 8 ans maintenant, plus grands et plus audacieux, mais toujours agrippés aux mains l'un de l'autre. « Ça veut dire qu'elle sera toujours là pour nous, » a dit Pierre, « même quand on fait des bêtises. » « Et elle nous fera le petit déjeuner, » a ajouté Antoine, « et nous aidera pour les devoirs et nous parlera de notre première maman. » La juge a souri. « C'est exact. Et mademoiselle Dubois, acceptez-vous la responsabilité de devenir la mère de ces garçons? » J'ai regardé Pierre et Antoine, Julien à mes côtés, me tenant la main, et j'ai senti mon cœur déborder. « Oui, absolument, oui. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de France, j'accorde par la présente l'adoption. Félicitations. Vous êtes officiellement une famille. » Les garçons ont applaudi, se lançant vers moi. Julien nous a serrés tous les 3 dans ses bras, et nous sommes restés là ensemble, pendant que la greffière de la juge prenait des photos, capturant le moment où tout est devenu légal, ce qui était déjà vrai depuis des années. Devant le palais de justice, la neige tombait à nouveau. Noël était la semaine prochaine. La maison serait pleine de chaos, de biscuits et de cadeaux. Les garçons avaient déjà fait leur liste, principalement des demandes de matériel d'art et d'équipement de football. C'étaient des enfants normaux maintenant, des enfants heureux, des enfants qui savaient qu'ils étaient aimés férocement par tous ceux qui les entouraient. Alors que nous marchions vers la voiture, Julien m'a tiré à part. « L'anniversaire d'Anne est le mois prochain. » J'ai hoché la tête. Nous visitions sa tombe chaque année ce jour-là, tous les 4. Nous apportions des fleurs. Nous lui racontions des histoires sur les garçons. Nous la remercions. Je pensais à continuer, Julien.
que nous devrions emmener les garçons au lac, l'endroit où vous les avez sauvés, leur montrer tout le chemin que nous avons parcouru. Tu es sûr? Je suis sûr. Il m'a embrassé sur le front. Ce lac a failli tout nous prendre, mais il nous a aussi rapprochés. C'est peut-être le moment de faire la paix avec lui. Ainsi, un mois plus tard, un froid matin de janvier, nous nous sommes tenus au bord du lac gelé où tout avait commencé. Pierre et Antoine étaient emmitouflés dans des manteaux chauds, non plus les petits garçons de 4 ans qui étaient tombés à travers la glace. Ils se souvenaient vaguement de ce jour, comme un cauchemar à moitié oublié, mais ils n'avaient pas peur. « C'est ici que tu nous as sauvés ?» a demandé Antoine, regardant la glace. « Ici même, ai-je confirmé. Et tu as sauté même s'il faisait un froid de canard? » « Oui. » Pierre a étudié le lac pensivement. « Tu avais peur, terrifié, mais vous aviez besoin d'aide. Et quand quelqu'un a besoin d'aide, on l'aide. » La main de Julien a trouvé la mienne, la serrant doucement. « C'est ce que font les familles, » a dit Pierre, hochant la tête sérieusement. « Elles s'entraident même quand ça fait peur. »« Surtout quand ça fait peur, » ai-je acquiescé. Nous sommes restés là ensemble, nous 4, pendant que le vent d'hiver soufflait sur l'eau gelée. Et j'ai pensé aux mots d'Anne, ceux que j'avais portés si longtemps, ceux qui avaient presque tout détruit, mais qui finalement l'avaient sauvé. Utilise ton jugement. Tu as un bon cœur, je te fais confiance. Anne avait eu raison. Pas sur le timing, j'avais eu tort là-dessus, mais sur le cœur, sur la confiance, sur le fait de savoir que parfois le chemin de la guérison est désordonné et douloureux et demande plus de courage que nous ne pensons en avoir. « Allez, » a dit Julien, brisant le silence. « Rentrons à la maison. Nous avons un dîner d'anniversaire à finir de planifier. » Alors que nous marchions vers la voiture, les 2 garçons entre nous se tenant la main dans une chaîne incassable, j'ai regardé le lac une dernière fois. Il y a 4 ans, cet endroit avait failli me tuer, avait volé 2 petites vies avant qu'elles ne commencent à peine, avait mis en mouvement une chaîne d'événements qui avait apporté dévastation et secrets et chagrin. Mais il avait aussi apporté la famille et l'amour et les secondes chances. Parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus. Parfois, il porte le visage d'un étranger qui saute dans l'eau glacée sans y réfléchir à 2 fois. Parfois, il est caché dans une lettre qui met 4 ans à rentrer chez elle. Et parfois, juste parfois, c'est désordonné et imparfait, et absolument ce pourquoi il faut se battre. Aujourd'hui, quand j'y pense, aucune des choses les plus importantes dans ma vie n'est simple. Rien n'est parfait. On a des jours où la fatigue l'emporte, des nuits où un vieux cauchemar ramène le goût de la glace et la panique. Il y a des moments où la confiance semble fragile, où je me demande si je suis vraiment à la hauteur, si cette famille que nous avons construite n'est pas trop belle pour être vraie. Et je vois bien que Julien, lui aussi, lutte encore avec des fantômes, avec la culpabilité. Mais nous avons la lettre d'Anne encadrée dans sa chambre maintenant, un rappel que l'amour ne se termine pas avec la perte, que le chagrin peut se transformer en quelque chose de beau, que la famille, ce n'est pas toujours le sang. Parfois, c'est un choix. Et ça, c'est plus qu'assez. C'est tout ce qui compte.